À toutes et bienvenue dans cette table ronde. Il paraît que c'est la formule obligatoire dans ces cas-là. Nous allons discuter ensemble et ensuite avec vous d'un thème qui est aussi vieux, semble-t-il, que l'information collective, mais qui est toujours d'actualité, le rapport entre médias et réalité. Nous allons essayer de discuter de ce thème autour je dirais d'un esprit science-fictif pour en voir éventuellement l'avenir. Mais sans doute parce que ce sujet est encore plus sensible de nos jours, avec le développement de l'information partagée, autant dans sa consommation que dans sa production. Alors, qu'est-ce qu'il en sera demain et comment en traiter? Alors, pour en discuter, trois intervenants que je vais prendre dans l'ordre de possibilité avec moi. Dominique Douet. Dominique Douet est un romancier qui a marqué la science-fiction française dans les années 70 et 80 et qui, après une éclipse, je crois, volontaire, revient avec des rééditions et surtout avec des ouvrages nouveaux, le dernier étant La fenêtre de Diane, qui vient de paraître au Mouton électrique. Jacques Reynal est un auteur de bande dessinée qui a publié entre autres dans Pulversia et chez Casterman. Par exemple, c'est l'album que personnellement j'ai trouvé très étrange, Cambrioleur. Et il est aussi le scénariste de la série Francis. Pascal Thomas, enfin, est enseignant-chercheur en mathématiques à l'Université de Toulouse, mais aussi, en ce qui nous concerne surtout, très grand connaisseur de la science-fiction, et à ce titre, auteur de chroniques dans divers supports, en particulier dans le fanzine éducatif qu'il dirige, KWS, Keep Watching the Skies. Et non pas The Stars, comme je le Keep Watching the Skies. Et il se trouve d'ailleurs que Pascal Thomas est celui qui a eu l'idée du sujet de cette table ronde. Donc je vais me venger bassement et lui passer d'entrée la parole pour lui demander qu'est-ce qu'il avait en tête quand il a suggéré à la direction artistique des Utopiales une discussion sur ce thème. Pascal, c'est à toi. Ben, j'avais en tête un roman de Dominique Douet. Alors, tout va bien. Qui n'est pas le dernier sorti, qui est le précédent, car les temps changent, mais c'est lui qui nous en parlera. Mais j'avais en tête aussi des choses comme un roman de Philippe Dick, La vérité avant-dernière. Je résume un petit peu l'intrigue, parce que Philippe Dick a fait tellement de romans, il faut tous les lire, mais il y en a quand même 30 ou 40. Dans La vérité avant-dernière, qui a été écrit dans les années 1960, l'humanité travaille, la plupart de l'humanité travaille dans des grands abris souterrains, parce que toute vie a été détruite à la surface. Et ils travaillent dur, parce qu'il va falloir un jour ressortir et rétablir la vie sur Terre à la surface. Sauf qu'un jour, quand quelqu'un sort sur la surface, il se rend compte que sur la surface, c'est des patrons qui ont des gigantesques propriétés et qui vivent tranquillement de la sueur des travailleurs dans les grottes au fond. Bon, c'est un exemple relativement grossier de maquillage de la réalité, bien entendu, par rapport à la propagande. Mais je pensais à des trucs un peu plus subtils aussi, comme ce qui se passe dans ce roman de Stanisław Lem qui s'appelle Le Congrès de futurologie. C'est vieux aussi, c'est sorti dans les années 70, mais ça a été adapté au cinéma en dessin animé, curieusement, il y a 2 ou 3 ans. Ah oui. Par un metteur en scène israélien. Et je n'ai pas vu le film, mais je sais que dans le roman, il y a tout un passage où on découvre que toute la vie relativement luxueuse que chacun imagine est en fait totalement imaginaire. Que les gens sont conditionnés à penser qu'ils ont de belles voitures, alors qu'en fait, ils ont des espèces de véhicules à pédales qui les font travailler durement, mais ils ne le voient pas. C'est ce que suppose le roman. De façon générale, je dirais quand même que la réalité, on la voit au travers de tas de représentations et de concepts, et que ces concepts sont souvent des mots qu'on nous invente. Et de façon pas forcément machiavélique, hein, de façon spontanée. On dit les banlieues, on a une certaine idée, on traduit ça en anglais américain, on dira plutôt inner city, c'est exactement le contraire, mais qui correspond à la même réalité sociale. Alors que, bien entendu, c'est des chapeaux qui sont une distorsion par rapport à ce qui est vrai. Hein. Ça c'est un exemple plus récent, et c'est après que j'ai suggéré à Hugo de la Gamba quelque chose autour de ces thèmes, c'est Aylan Kurdi.
Aylan Kurdi, c'est ce petit garçon syrien de 3 ans, dont la photo du cadavre a provoqué un changement instantané d'opinion des gens et des gouvernements en 48 heures. Qui, d'un coup, exactement la même réalité, des choses tout aussi horribles et même bien plus horribles qui se passaient avant, on semblait être découvert parce qu'il y avait une image qui avait été publiée partout. Voilà. Oui, Bon. je crois que 3 jours avant, il y avait 200... Il y avait un camion avec 70 cadavres décomposés de gens qui essayaient de passer en Autriche. Ils avaient été abandonnés dans un camion verrouillé de l'extérieur. Ça, il n'y a pas eu de photo. Personne n'en a parlé pratiquement. Et ça n'a pas du tout provoqué un élan d'indignation, de compassion. Alors que c'est beaucoup plus horrible si tu réfléchis. Mais cette photo de ce gamin bien habillé est mort, le pauvre, là par contre, tout de suite, ça a changé les choses et apparemment plus dans les pays où la photo a été beaucoup publiée que dans celles où la presse a choisi de peu le publier. Alors quelle est la cause, quel est l'effet? Il faut être prudent, je ne suis pas sociologue, mais ça me semble un exemple frappant. J'ajouterais juste un mot à cet exemple que tu viens de citer, c'est que la vague d'indignation qui a suivi la publication de cette photo a été quand même relativement brève. On est en train de l'oublier. Et c'est pas si vieux. Messieurs. Et remarque sur cette... On a cité un roman de toi, Dominique, tout à l'heure. Il va falloir que tu réagisses. Je préfère prendre les choses en amont. Et quant à la problématique de la table ronde, médias et réalité, à mon avis, il y a deux choses qu'il faut distinguer. D'une part, la manipulation de l'information, la manipulation donc volontaire de l'information, et d'autre part, et là c'est un phénomène qui me paraît relativement nouveau, l'impossibilité matérielle de rendre compte d'une réalité objective, compte tenu d'un phénomène qui est apparu avec l'Internet, qui est l'immédiateté de l'information. Qui fait que même les médias les plus établis, je pense un journal comme Le Monde par exemple, ne parviennent plus à valider l'information avant qu'elle soit diffusée. Donc d'une part, sur le premier aspect, la manipulation volontaire, là c'est quelque chose de beaucoup plus ancien, qu'on a cru découvrir dans les années 70, et qui en fait remonte quasiment au premier jour de la presse écrite, où l'information donnée, pas obligatoirement la bonne information, mais était l'information que le pouvoir voulait voir diffusée. Dans toute l'histoire de la première partie du XXe siècle, on a toute une collection de photos, par exemple, de photos d'actualité, qui ont été transformées au fil des ans, en faisant disparaître, bon, ça c'est toute l'histoire de l'URSS, on faisait disparaître petit à petit tous les personnages qui n'étaient plus, tous les personnages non grata. Dans les années 70, ça faisait partie, je dirais, de la paranoïa ambiante. Les citoyens étaient l'objet d'un vaste complot politique, mais surtout économique. Et ça perdure, avec des faits qui ont été avérés. La puissance des lobbies, par exemple, sur l'information est un fait qu'on ne peut pas négliger, qu'on voit actuellement. Si quelque part on dit que la viande rouge est mauvaise pour la santé, il y a le lobby des producteurs de bovins qui va se lever avec des motifs qui sont tout à fait admissibles et compréhensibles. N'empêche que ça biaise le débat, ça biaise l'information.